Bonjour à tous, bienvenue à Equilibrium, le podcast où on parle de cinéma en essayant de dépolariser les opinions. Ce podcast s'inscrit sous la bannière d'Arcalux, dont 3 membres sont avec nous aujourd'hui. Alex Marchand, bonjour. Bonjour. Sébastien Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Et moi-même, votre hôte Samuel Larivière, qui espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie aujourd'hui. Cette semaine, on aborde le thème des Oscars, donc un spécial post-Oscar, puisque c'était dimanche dernier, au moment de cet enregistrement, que les Oscars prenaient place. La semaine dernière, lors de notre enregistrement sur les films d'animation, on a décidé de faire nos prédictions sur qui allait selon nous gagner les 6 plus gros prix des Oscars. Donc voici ces prédictions qu'on a faites une semaine avant les Oscars. Alright, donc ici, moi du futur en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de faire le montage, on s'est rendu compte qu'on avait perdu nos prédictions, en fait, le recording de nos prédictions. Donc on les réenregistre et vous pouvez voir à ma voix grippée qu'en effet, ce n'est pas la même semaine. Donc on réenregistre ça parce que heureusement on les avait notés. Donc pour ma part, ce qui est de meilleur film, j'avais pris Parasite, j'avais pris le parti pris de Parasite, une chance là-dedans et c'est ça. Toi, Alex? Moi, pour ma part, j'ai pris Once Upon a Time in Hollywood, probablement à cause du grand nom. Puis, je sais pas si toi, t'avais pris qui pour l'acteur? Ben, meilleur acteur, c'est ça. Moi, j'étais allé avec Joaquin Phoenix aussi. J'ai peut-être pas autant aimé, j'aurais aimé mieux voir Adam Driver, disons, mais Joaquin Phoenix, c'était mon premier choix pour y aller avec la masse. Puis toi aussi, je crois. Je pense que tout le monde, en fait. Également. Meilleure actrice, même chose, je suis allé avec Renée Zellweger parce que Judy, puis Biopic, puis j'en parle dans la capsule. Vous allez entendre ça plus tard. Toi aussi, je crois que tu étais allé dans le même angle d'approche sans avoir vu. Parce que Ouais, je pense qu'on est quelques personnes qui l'avaient vu. Ouais, meilleure réalisation, c'est la seule place que je me suis gouré. J'étais persuadé que ça allait être Sam Mendes qui allait me donner meilleur film à Parasite, meilleure réalisation à Sam Mendes. 1917, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis toi, Sébastien, c'était quoi tes choix pour meilleur film, meilleur Oscar du meilleur acteur? Ouais, ben moi, je peux pas me prononcer sur toutes les catégories, mais ma prédiction, dans le fond, pour meilleur acteur, c'était comme toi, Samuel, c'était Joaquin Phoenix. Meilleur film, malheureusement, je me suis prononcé sur Joker, un peu allé avec le bandwagon. Le film il était bon, sans plus, mais oui, non, je suis vraiment content que ce soit Parasite qui a gagné, en fait. Je trouve que ça change un peu, comme on va le dire dans l'épisode, ça change un peu la donne que ce soit un film non américain, dans le fond. Ouais, puis il y a aussi eu, évidemment, meilleur film animé, que ça a été Histoire de jouer 4 à la surprise de personne, parce que c'est toujours Pixar qui gagne, comme on avait parlé dans Cinéma Nation. Donc, avec ma voix grippée, je vous souhaite une bonne écoute. Ciao, bye. Et donc, cette semaine, on s'attaque au thème complet des Oscars, c'est-à-dire pas seulement les films qui ont été nominés, mais le concept en tant que tel de cette soirée des Academy Awards. Pour ça, aujourd'hui, on a 3 invités avec nous. Albert Lachapelle, bonjour. Allô. Maxime Duquette, bonjour. Bonjour. Et on reçoit encore une fois Victor Colt. Bonjour, rebonjour Victor. Bonjour guys. Donc, dans un premier temps, les gars, petite présentation de vous-même, ce que vous pensez un peu vite fait des Oscars aussi du même coup. Albert, je te laisse commencer. Alright, c'est ça, moi je suis mexicain dans le fond. Je suis grandi au Mexique et quand j'ai fini mon secondaire, j'ai décidé de venir ici à Montréal, au beau Québec, pour faire mon cégep. J'ai fait un certificat en scénarisation, donc c'est là que je connais Alex. Et je suis rendu au bac en télé. C'est ça, puis les Oscars, moi j'adore ça, j'écoute ça depuis que je suis jeune. Mais c'est ça, j'ai hâte d'en parler plus. Parfait, merci. Maxime, toi? Dans le fond, moi, je suis un de tes collègues de scénarisation. En effet. Donc, on partage des cours, tout ça. Puis, dans le fond, moi, de où je viens du programme de cinéma Collège Antique. Et probablement essayer de rentrer dans le bac en cinéma l'année prochaine. Mais, en tout cas, on verra. Puis, pour mon point de vue des Oscars, je citerai Bong Joon-ho qui dit que c'est un festival. Ce n'est pas un festival international, c'est très local. Mais c'est toujours plaisant à regarder. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Toi, Victor, t'as déjà présenté un peu, mais vas-y donc un peu plus dans le détail cette fois. Ouais, ça marche, pas de souci. Nous, on est avec Alex, on fait partie un peu des seniors du programme de certificat en scénario. On est seniors. Donc ouais, on a passé notre certificat l'année dernière et puis là, on est rendu en certif de communication et puis en espérant qu'on pourra continuer à étudier ou à travailler dans le cinéma par la suite. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir cette deuxième fois. Je dois avouer que
vrai que j'ai un peu tanné Alex pour qu'il puisse m'inviter à nouveau. Mais je suis très content d'avoir cette opportunité de pouvoir parler de cinéma. C'est un truc que je faisais au début quand j'avais commencé l'université en France. Je tenais un blog où j'écrivais sur l'actualité, puis les films que je voyais en salle. Je faisais des critiques, j'essayais de faire des revivals de films aussi. Expliquer pourquoi j'ai laissé tomber ça, je sais pas trop. Probablement peut-être par une flemme qui s'est installée. Mais du coup, avoir l'opportunité de le refaire et puis de manière, enfin en atelier radio, podcast, c'est vraiment cool pour moi en tout cas. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je rajoute quelque chose. Ah, ça me semble très complet. Bon, Merci super. beaucoup. Vous, les gars, Alex, Sébastien, votre opinion sur les Oscars rapidement? Mon opinion sur les Oscars, moi je trouve que c'est un festival qui figure parmi beaucoup de festivals. Puis un de plus, un de moins, je veux dire, pour ma part, on dirait qu'il est local puisqu'il est américain. Est-ce qu'il est plus important que d'autres? J'ose croire que non. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens y accordent plus d'importance par son prestige, on va dire, plus que Cannes ou Berlin ou peu importe. Moi, je souhaiterais que des festivals tels que le TIFF, festival à Toronto, qui est international, qui accueille beaucoup plus de gens d'ailleurs, j'aimerais ça que d'autres festivals puissent prendre la main face à des festivals comme les Oscars, mais on va voir ce qui va se passer, puis voilà. All right. Toi, Sébastien? Ben, c'est un peu comme Alex. Les Oscars, je vois ça vraiment comme... tu sais, c'est le festival de cinéma. Pourquoi? Parce que c'est plus populaire. Je n'irais pas dire que c'est le meilleur, mais c'est certainement lui qui a le plus de budget, si je peux dire ça. C'est ça attire beaucoup de regards. Ça fait parler énormément. Ben écoute, on est autour de ça, là, justement. Je vais vous commencer avec une question comme ça là, pour tout le monde. C'est quoi la raison pourquoi les Oscars, c'est aussi bien vu? Parce qu'on s'entend, comme l'a mentionné par plusieurs ici, c'est vraiment plus un festival local. On sait cette année, par contre, Parasite a fait les manchettes. C'est devenu le premier film qui n'est pas en langage anglais à gagner meilleur Oscar. Meilleur film, en fait, aux Oscars. Donc, c'est un exploit. Sauf que ça reste quand même, quand on regarde les nominations à chaque année et les gagnants à chaque année, c'est très, très, très américain. Si on compare à Cannes, qui, justement, je regardais tantôt dans mes notes, c'est généralement les gagnants de la Palme d'Or à Cannes, qui est le plus prestigieux, changent vraiment d'origine à chaque année. La dernière fois qu'un film américain a gagné la Palme d'Or, c'était The Tree of Life de Terrence Malick en 2011. Donc, je vois Maxime qui fait le nom de la tête. C'était Marty en 1955. Tree of Life n'avait pas gagné la Palme d'Or cette année-là. Je pense que c'était... Ouais, c'est... Je te jure. Il n'avait pas gagné l'Oscar du meilleur film. Non, c'est ça, il a gagné la Palme d'Or. Ah, ok, c'est bon. Excuse-moi, je t'ai mélangé. Excusez-moi. Pas grave. Mais c'est ça, donc la dernière fois qu'un film américain a gagné la Palme d'Or à Cannes, c'était The Tree of Life. Puis sinon, ça alterne vraiment entre France, entre Corée du Sud, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on peut pas voir la même chose dans un truc comme les Oscars qui est supposément encore plus grand que Cannes? Disons que pour moi, c'est vrai que tout à l'heure, vous assimilez la cérémonie des Oscars un peu au festival de cinéma, et je trouve que c'est deux concepts très différents en fait. Ouais. Du fait est que les festivals sont des marchés... Enfin, tu as cet aspect où ça reste aussi des marchés de films, donc tu as plein de gens qui viennent présenter leur travail, et puis en parallèle du festival, pas forcément des œuvres qui sont en compétition. Ça se déroule sur plusieurs jours, alors qu'une cérémonie comme les Oscars ou les Golden Globes, c'est seulement sur une soirée. Je trouve le concept très différent, ce qui fait que en fait, les Oscars, c'est un peu la dernière étape justement de la consécration, ouais, disons. Tout à fait, et que tout ce qui sert de festival, comme tu parlais du TIFF généralement, mais c'est vrai que tu as beaucoup de producteurs et de participants à la cérémonie des Oscars qui vont regarder ce qui se passe d'abord au TIFF et faire leur sélection en fonction de dire quel film et quel artiste va être présenté à la cérémonie des Oscars. Donc je trouve que les festivals servent plus d'antichambre aux Oscars, et c'est vraiment la dernière étape où on va plus consacrer les films, sachant qu'au moment où les films sont aux Oscars, le public les a déjà vus, alors que quand ils sont en festival, c'est pas forcément le cas, ils sont pas encore sortis en salle, donc pas accessibles au public. Je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi dans la manière dont les films sont sélectionnés et comment le critère de vote est fait. Dans le fond, aux Oscars, c'est l'Académie qui remet un prix, c'est tous les membres de l'Académie, surtout pour le meilleur film, ouais. C'est tous les participants. Puis pour être participant à l'Académie, il faut être soit nominé ou avoir gagné un prix. Et si on est nominé, il faut avoir été présélectionné par un des gagnants des prix des années précédentes, tandis que dans les festivals de films, c'est une sélection qui est faite par le président du festival, qui crée un jury de cinéastes, d'acteurs du cinéma qui viennent de l'étranger ou qui peuvent constituer quelque chose d'intéressant au niveau des sélections de films qui ont été faites.
Ouais, c'est sûr que ça aide quand justement t'as un jury qui est constitué un peu différemment. Mais justement, je reviens un peu aux Oscars. C'est un truc qui s'était fait vraiment, comment dire, critiquer pour ça il y a quelques années. Je sais pas si vous voulez de toute la polarisation de Oscar so white, etc. sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que les Academy Awards, c'est très homogène en fait, la façon que c'est monté. Là. C'est pas, justement, on n'a pas l'hétérogénéité de Cannes, par exemple, même si justement, comme tu mentionnais, Victor, c'est un festival, donc c'est assez différent. Mais c'est ça, il y a de quoi de très homogène par rapport à ça. Là. Bah, j'espérais justement qu'on parle de ça parce que c'est vrai que ça reste un problème et surtout que je pense que personne ne prend du bon bout. Le fait est que oui, on a une majorité de blancs caucasiens qui sont à chaque fois nommés aux Oscars et toutes les autres communautés sont délaissées, c'est vrai. Mais je pense pas que le problème ça vient vraiment de la nomination de l'Académie. Ouais. Ça vient simplement du fait que on laisse à la base déjà peu d'opportunités à ces communautés d'exprimer. On va très peu financer leurs projets, on va leur donner très peu d'accessibilité au réseau de salles, donc ce qui fait leur travail est très peu vu et du coup ont moins de chances d'être nominés. Donc au lieu de se dire il faut qu'on nomine plus de personnes issues d'autres communautés que caucasiennes, je pense déjà qu'il faudrait qu'on s'intéresse plus à leur travail et qu'on puisse mettre en fait plus d'efforts de financement et de distribution dans ce qu'ils font pour qu'ils aient un rayonnement plus intéressant déjà. Mais à ce moment-là, est-ce que ça revient un peu à la législation, justement? Est-ce que c'est juste l'Académie qui devrait faire ça? Parce que dans un sens, comme là, je prends un exemple Parasite. Je trouve que c'est un excellent exemple. Maintenant que Parasite a gagné meilleur film aux Oscars, combien de personnes qui ne s'intéresseraient pas du tout à ce genre de cinéma vont aller le voir parce qu'il a gagné meilleur film? C'est commercial. Ouais, exactement. Les Oscars rendent tout un peu commercial. Donc à ce moment-là, est-ce que, justement, ces prix-là, puis je parle autant des Oscars, je parle des Golden Globes là-dedans aussi, n'ont pas un espèce de devoir de justement vraiment sélectionner la crème de la crème, peu importe d'où ça vient dans le monde, dans un but de pousser de l'avant ce cinéma-là, plutôt que de justement garder tout ce qui est fait en sol américain, puis d'exposer ça. Ben, moi, c'est un petit peu ça que j'aimerais apporter sur la table. J'ai envie de savoir, en termes d'absolutisme, qu'est-ce que les festivals de cinéma peuvent apporter au cinéma? Est-ce que ça sert à promouvoir des films ou à juste se serrer la main et dire bravo? Ouais, ben, plus les cérémonies, disons, que les festivals. Ouais. Ouais. Ben oui, très bonne question. Là, par rapport aux cérémonies, justement. Parce que moi aussi, c'est quelque chose que je me demande un peu. Là. Est-ce que c'est juste vraiment Hollywood qui se donne lui-même une petite tape dans le dos? C'est vraiment comme pour amener ça plus loin. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Là. Je vais y aller. Je réfléchis à tout ce que vous dites, puis je pense qu'on peut résumer tout ça dans un seul mot, et tu l'as juste dit. Hollywood. Où se déroulent les Oscars? Hollywood. Ouais. C'est là, vraiment comme un empire américain, que c'est sûr qu'il va avoir une bonne sélection de films américains nominés. Et je dirais que ça a changé dernièrement. Parasite, c'était pas le premier film, surtout, à être nominé à meilleur film tout court. Un film étranger nominé à un film tout court. Il y a eu Roma l'année passée. Ouais. C'est un film d'un réalisateur mexicain. Ouais. Puis j'avais peur qu'il gagne. Et j'étais comme, oh my god, on va faire histoire. Mais il n'a pas gagné, évidemment. Donc cette année, quand j'ai vu que Parasite gagne meilleur film, j'étais surpris parce que ça commence comme un pas comme ça. Ça ajoute que le réalisateur, je ne connais pas vraiment Bong son nom. Joon-ho. Oui. Il fait maintenant partie de l'Académie. Éventuellement, il va pouvoir donner un vote et c'est sûr qu'il va décider à voter soit pour un film étranger ou américain, mais pas dans ce sens-là, juste il va voter pour le crème de la crème, le meilleur film. Donc éventuellement, je pense que ça a changé, mais comme c'est les Oscars le meilleur parce que ça se déroule à Hollywood, puis Hollywood, on sait que c'est là qui se passent les films. C'est le plus gros rayonnement mondial. mondial. C'est juste par réputation, dans le fond. Non, oui, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que moi, j'étais très surpris de voir que Parasite avait autant de nominations aux Oscars, surtout du fait, en plus de meilleur film étranger. C'est ça qui m'a beaucoup surpris parce que même si on avait des films les années précédentes qui étaient pas forcément américains ou anglophones et qui se sont retrouvés dans les catégories les plus prestigieuses des Oscars, il y avait quand même toujours un aspect, soit dans l'histoire ou dans le traitement du film, qui restait en sorte que ça puisse s'intégrer à Hollywood. Ouais. Je pense par exemple en 2012, justement, quand le film français The Artist a remporté meilleur film, ça part d'un studio français, même s'il y a eu le distributeur américain qui a fait la campagne pour que le film soit à la cérémonie. Il y a quand même ce fait que ça parle de cinéma américain, donc
ça pouvait rentrer dans cette catégorie-là. Mais du coup, ouais, Parasite, un film qui parle juste de la Corée du Sud, du climat social en Corée du Sud, qui se retrouve justement nommé aux Oscars. C'est ça que j'ai trouvé déjà énormément surprenant, et de voir en plus qu'il arrive à rafler les récompenses les plus prestigieuses, c'était très inattendu, très franchement pour moi, et puis en plus tellement rassurant pour l'avenir du cinéma en fait. Ouais. Totalement. Il se trouve être exactement ce qu'il est dans son propre titre, c'est-à-dire un parasite. Non, mais désolé, mais genre, je suis très d'accord avec ce qu'il gagne, mais je suis vraiment content, mais c'est un peu ça, non? C'est surtout que je pense qu'on allait en parler. Comme tu disais tout à l'heure, il y avait un espèce de profil de film à Oscar, et en fonction justement du sujet, mais aussi de la narration, on sait que voilà, il y a des films qui sont calibrés pour aller à la cérémonie, mais j'aurais jamais pensé que Parasite puisse faire partie de tout ça, justement parce que ce qu'il traite d'un sujet très dur, pas forcément glamour, pas forcément oscarisable, je dirais, et il y a une histoire tellement ambiguë, la morale qui est très ambiguë également, je dirais. Donc voilà, le fait que l'Académie entière était réceptive, enfin entière, majoritairement était réceptive à ce que le film proposait, je trouve ça breathtaking. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que le système de vote des Oscars n'est pas basé sur seulement un film auquel on vote. Il y a un système de pointage qui est aligné à tout ça. Ça fait en sorte qu'il y a des films qui, souvent, sont plus consensuels. Non pas parce qu'ils ont été nommés le meilleur film pour chaque vote, mais ils ont été mis en deuxième position, alors que certains films se sont plus battus pour d'autres films. Mais c'est intéressant aussi de voir des films comme Parasite, qui, on s'entend, devait être sur beaucoup de numéro 1 pour se ramasser à ce niveau-là. Mais tu sais, ça fait en sorte que l'année dernière, c'était Green Book qui a gagné, qui est un film assez consensuel. C'est tout le temps cette espèce de... Est-ce que cette année, on va avoir un film consensuel? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui ressort du lot? Ah ça faisait une couple d'années, moi je trouve honnêtement qu'on a des films très consensuels qui gagnaient. Tu parles de Green Book, il y a aussi Spotlight. Puis ces deux films-là, en fait, surtout Green Book, je me souviens, j'étais allé le voir au cinéma après sa victoire avec un de mes amis, et en sortant, la première chose que j'ai dit c'est un bon film, mais c'est un film Best Picture. C'est-à-dire que c'est le genre de film que c'est très dur d'y trouver un défaut, mais c'est très dur aussi de se dire ça va rester avec moi pendant longtemps. C'est le fameux Oscar bait. Ouais, exactement, c'est ça, c'est le Oscar bait. Puis par rapport à ça, je voulais peut-être rebondir sur toute cette idée-là d'Oscar bait. Est-ce qu'il y a une recette pour gagner aux Oscars? Parce que j'ai fait des petites recherches et j'en ai parlé un peu quand j'ai fait mes prédictions, mais pour ce qui est de meilleur acteur, meilleure actrice, j'ai remarqué qu'il y a très, 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 très souvent des acteurs et actrices qui vont gagner pour un rôle dans un biopic. C'est-à-dire qu'ils vont jouer le rôle de quelqu'un qui a réellement existé. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment pas rare. Là. Dans les 20 dernières années, je me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est quelque chose comme... Il y a eu 31 films nominés pour Best Picture en étant des biopics, et il y a eu 17 acteurs ou actrices qui ont gagné dans les 10 dernières années pour un de ces rôles dans une des 4 catégories d'acting. C'est énorme quand on se dit par rapport à tout le reste, là, c'est énorme. Est-ce que c'est une recette gagnante, justement? Est-ce qu'il y a une recette pour gagner un Oscar? Moi, je dirais oui, justement, que malheureusement, tu as des gens qui sont très calculateurs quand ils vont monter un projet comme ça. Ouais. Donc oui, c'est le cas. Et tu parles des biopics, mais il y a aussi les adaptations littéraires, je trouve. Ouais. Donc c'est un profil qui existe, et je pense que clairement, c'est une pensée qui est dans la tête de chaque producteur quand ils se disent oui, là, il y a des statuettes en or à rapporter avec ça. Mais je pense aussi que tu as beaucoup de producteurs qui font ce pari-là et qui se plantent. Je pense à un film qui devait être sorti peut-être en 2012 ou en 2013 qui s'appelle August in Osage County. C'est une adaptation littéraire d'une pièce de théâtre dont je ne sais plus l'auteur, mais c'est produit par George Clooney. Puis au casting, tu as Meryl Streep, tu as Julia Roberts, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch et tellement d'autres acteurs. Ouais, du lourd. Ouais. Et ça avait un profil justement, tu dis ça va aller aux Oscars, et puis ça va avoir meilleur scénario adapté, ça va avoir meilleur film, ça va avoir meilleure actrice secondaire. Et en fait, pas du tout. Donc, je pense que tu as beaucoup de ce genre de projets qui veulent absolument compléter cette catégorie, mais malheureusement, avec des pensées trop calculatrices, je pense que quelque part, ça perd sa magie et le public n'accroche pas et l'Académie non plus. Mais tu sais, c'est drôle. Mais tu peux avoir tout ça. Ça dépend aussi quels autres films sortent cette année. Ouais. Parce que tu commences à comparer un film à un autre. Et c'est là que ça se définit. Tu peux avoir des très très bons films, mais après, tu as juste 6 places pour les Oscars. Ouais. Moi, c'est un petit peu pour ça que j'avais fait, parce que tu mentionnes d'avoir des gros noms, des gros titres sur ton film. Puis je crois que c'est pour ça que j'ai fait, on a entendu, mais
mes prédictions pour les Oscars et on voit que je me suis planté. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que je voyais des gros noms pour, on va dire, Once Upon a Time in Hollywood. On voit des gros titres, puis c'est comme un mélange de voici ma recette pour avoir un Oscar et voici les gros titres que je vais relier à mon film pour aller chercher les statuettes. Et le film a été nominé, je veux dire, jusque-là, je me suis pas trompé, mais, mais quand même, on parle quand même d'une recette qui devient prédictible, mais peut-être pas avec Parasite. C'est presque comme instinctif. Comme dès que tu vois un nom d'un réalisateur célèbre ou des acteurs, tu dis « Ah, ça va gagner, là, c'est clair. » Ouais, c'est ça. Où on a juste à penser dans les dernières années. Justement, je vais penser à Leonardo DiCaprio pour son rôle dans The Revenant. Ça faisait combien d'années que les gens attendaient qu'il gagne un Oscar, puis là, on s'est dit « Bon, là, c'est son année. » Et comme de fait, il a gagné. Gary Oldman, même chose avec Darkest Hour. Ça faisait des années que Gary Oldman avait des nominations qu'il gagnait pas. Il a été nominé cette année-là. On s'est dit « Ça va être son année. » Il joue Winston Churchill. Et, comme de fait, il a gagné. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment une espèce de recette très précise? Est-ce qu'il y a un moment où l'Académie... Puis j'irais même à dire jusqu'avec Joaquin Phoenix cette année. C'est vraiment pas pour diminuer son rôle. C'est vraiment pas pour diminuer le rôle des deux autres acteurs que j'ai nommés, qui sont de très bons acteurs dans de très bons films. Mais ça reste qu'il y a un certain point où on se demande, est-ce qu'ils remettent vraiment le prix à celui qui le mérite le plus? Ou est-ce qu'ils remettent le prix à celui qui l'aurait peut-être mérité des années auparavant pour sa carrière? Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que le système de l'Académie, justement, de vote pour la récompense des prix est un peu biaisé parce que faut pas oublier qu'au final, c'est un peu une bande de copains qui se retrouvent à voter pour... Enfin, bon, j'exagère un peu, mais contrairement à un festival où, justement, on va réduire déjà le nombre de votants drastiquement et en plus, ça va être des gens qui vont venir de tous horizons. Donc, tous les cinéastes et artistes concurrents ne se connaissent pas forcément. Là, oui, à chaque fois que la période de récompense, de remise de prix est en route à Los Angeles, qu'il y ait donc du coup tous les Screen Actors Guild Awards, les Golden Globes avant tout ça. Je pense qu'au moment du vote, c'est quelque chose qui est dans la tête de chacun. Puis tu dis à juste titre, ça a été le cas pour DiCaprio, pour Joaquin Phoenix. On se dit, oh merde, c'est vrai, il avait été fabuleux, Joaquin Phoenix dans The Master, mais bon, Daniel Day-Lewis était meilleur. Cette année, il n'y a pas Daniel Day-Lewis, on va peut-être lui donner pour éviter qu'il nous fasse la gueule trop longtemps. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que je pense pas que... ça paraît assez universel parce que, bon, je sais pas combien il y a de votants dans l'Académie, mais c'est un gros nombre. Mais, quelques milliers, je pense. Oui, mais... quelques milliers. Mais oui, je pense que voilà, c'est pas complètement impartial comme remise de prix. Et je suis en désaccord. Oh! Le débat. Non, mais c'est sûr qu'on va toujours aller comparer la performance, le jeu d'acteur de, mettons, Leonardo DiCaprio avec The Revenant et tous les autres rôles qu'il a fait dans les autres films. Est-ce que c'est son meilleur rôle qu'il a fait? Peut-être pas, mais il a gagné l'Oscar avec ça. Mais ça veut pas dire que c'est son meilleur rôle. Ça veut juste dire que cette année, c'était lui le meilleur acteur comparé aux autres. Mais est-ce que les autres le méritaient moins? Je pense pas. Je pense que si les acteurs sont nominés, c'est parce qu'ils méritent l'Oscar. Sauf qu'il y a juste un prix. Donc voilà, et c'est ça que je pense, moi. Mais justement, on va reprendre le cas où DiCaprio était nominé. Je crois que c'était en 2016. Oui. Cette année-là, face à lui, il y avait Bryan Cranston pour Trumbo, il y avait Eddie Redmayne pour The Danish Girl, Matt Damon pour The Martian et Michael Fassbender pour Steve Jobs. Si tu penses, et puis à juste titre, que The Revenant, c'est pas son meilleur film, sa meilleure interprétation, est-ce que justement, il le mérite cette année-là? Sachant que face à lui, je trouve que Matt Damon a fait une performance brillante et puis Fassbender, pareil, était incroyable. Mais bizarrement, parce que ça faisait des années qu'on bâchait DiCaprio avec le fait qu'il ne remportait jamais la statuette et que de l'autre côté, Damon, sa seule nomination précédente aux Oscars, je crois que c'était pour Good Will Hunting. Fassbender, ça faisait à peine quelques années qu'il commençait à être connu du grand public et que je pense que ces facteurs-là, ça a pris le dessus sur leur travail et c'est... tu vois justement le contexte des autres cérémonies des Oscars qui a pris le dessus sur le fait que dire on met tous le nom de DiCaprio dans l'enveloppe. Oh non, je pense que ça marche pas comme ça. Je pense pas que l'Académie va penser ça fait 10 ans que Leonardo est nominé, on va le donner l'Oscar ici même s'il le mérite pas. Je pense pas que ça marche comme ça. Je pense qu'ils réfléchissent juste, on le regarde juste dans ce film, on le compare pas aux autres. Je sais pas, je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Peut-être qu'il y a l'influence des autres jeux qu'il a fait, mais
pense pas que ça marche comme ça. Mais il y a quand même c'est pas juste exclusif aux Oscars. Il y a une game politique dans à peu près tous les festivals, dans toutes les remises de prix. On regarde à Cannes, il y a des cinéastes qui sont des habitués de Cannes, même si ça fait longtemps que Xavier Dolan est là. Son dernier film n'avait pas sa place là, vraiment, quand tu regardes les autres films en nomination. Mais il se retrouve là parce que un tel connaît un tel, ils sont amis. Fait que ça reste humain un petit peu, mais c'est les Oscars, c'est un peu la même chose, selon moi, là. Ouais. Très bon point. Sûrement, ça doit être très politique là, dans ce contexte-là. Mais tu sais, il y a des prix aussi de juste, on va te donner une statuette parce que tu as bien travaillé beaucoup d'années. Il y a des prix comme ça aussi. On va pas prendre le grand prix de meilleur acteur pour ça. On va peut-être lui donner un autre prix, juste quelqu'un que merci pour ta participation les dernières 50 années, je sais pas. Ouais, sauf que justement, ces films, ces awards-là, si je peux dire, sont souvent donnés justement des acteurs ou des réalisateurs, etc., qui ont travaillé toute leur vie puis qui maintenant sont à la retraite. On dirait qu'il y a une espèce, puis moi c'est ça, j'abonde un peu plus dans le sens de Victor, c'est-à-dire que on dirait qu'il y a une espèce de mouvement de vouloir récompenser les gens de leur vivant pendant qu'ils sont encore là, qui peuvent encore faire des films, plutôt que de récompenser d'autres gens peut-être un peu moins connus. Je prends un exemple, moi, en 2018, avec Gary Oldman, qui a gagné pour Darkest Hour. J'adore Gary Oldman, sincèrement. C'est un acteur que j'adore. Mais quand tu le compares avec les autres nominés de cette année-là, honnêtement, j'ai de la difficulté à croire qu'il a pu gagner seulement pour cette performance et non pas avec tout le background qu'il a, vis-à-vis Daniel Kaluuya dans Get Out, qui a fait une performance absolument magnifique. Daniel Day-Lewis, qui est probablement le meilleur acteur de sa génération dans Phantom Thread. Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name. Et Denzel Washington dans Remanche d'Israël. Je veux dire, les 5 sont très bons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et les 5 jouent dans des très bons films, ont des très bons rôles. Mais de là à dire que Gary Oldman était le meilleur et que c'était vraiment comme au-dessus, j'ai un peu plus de difficulté, moi. C'est plus à ce niveau-là que je pense un peu du sens de Victor, que c'est-à-dire, il y a les prix qui sont vraiment remis à des bons rôles, des bonnes représentations, mais qu'il y a aussi beaucoup du background qui va jouer dans la remise. J'ai envie de rebondir justement sur ce que tu dis, et, parce que le fait qu'on parle des acteurs, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un peu une catégorie à part. Quand on parlait justement des films ou des rôles oscarisables, tu as ce fait que, comme les biopics ressortent souvent, c'est parce que voilà, on va donner à quelqu'un l'opportunité de jouer un personnage célèbre, connu, où on a des archives concrètes de ses attitudes, de son comportement. Et c'est pas un secret pour personne, je pense, mais c'est vraiment quelque chose qui plaît énormément à l'Académie, de voir un acteur se transformer, qui chope un accent différent, une démarche différente, qui soit prêt à faire des sacrifices pour perdre ou gagner du poids. Quand exactement. Et quand un acteur a cette démarche-là, ça va déjà beaucoup séduire beaucoup plus de votants. La preuve en est que dans certains rôles, je trouve que tu as des acteurs qui le font et qui n'ont pas forcément besoin. Je pense à Sacha Baron Cohen dans Hugo, quand il joue pour un film de Scorsese. Il a voulu que son personnage prenne du poids. Il joue un espèce d'agent de sécurité dans une gare. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il ait des kilos en plus? Mais voilà, il avait l'opportunité, je pense, de pouvoir se dire que voilà, s'il se mettait en mode méthode acting, son travail serait plus reconnu. Mais t'as ça. Donc du fait que, pour revenir justement à cette année-là où tu avais Oldman et Day-Lewis qui étaient en compétition, c'est déjà du point de départ, je pense que tous les deux étaient favoris du fait qu'ils aient pensé leur rôle de cette manière, contrairement à Daniel Kaluuya et Timothée Chalamet qui jouent des rôles fictifs, où je pense que même si l'interprétation est brillante, ça a quand même des interprétations qui restent très proches de leur personnalité. Ils n'ont pas de transformation, tu vois, comme Oldman qui se met dans la peau de quelqu'un complètement différent pour jouer Churchill. Ouais. Donc il y a ça aussi, je trouve, qui biaise un peu le vote des académiciens. Mais je dirais aussi que la catégorie meilleur acteur, meilleure actrice, c'est quand même quelque chose de difficile à quantifier. Comment qu'on peut dire exactement quelle performance était meilleure que l'autre, alors qu'il faut le prendre dans le contexte du film aussi. Il y a certains films qui ne présentent pas des grosses... les larmes chaudes, les gens qui pleurent ou les cris, les accès de rage qui sont sont spectaculaires, mais qui peut-être flashent moins pour le public, pour les voteurs de l'Académie. Ouais, justement, tu parles de ça, ça me fait penser en 2015, je crois que c'est Casey Affleck qui avait gagné pour Manchester by the Sea, et c'est exactement ça, Casey Affleck dans ce film-là. 2017. Ouais, 2017, oui, ok. Oui. Ouais. Mais ouais, donc en 2017, Casey Affleck qui a gagné pour Manchester by the Sea, c'est exactement ça. Son rôle, c'est un rôle silencieux, c'est un rôle calme, il n'y a pas de grande crise, etc. Et pourtant, il a gagné meilleur acteur.
Donc, c'est vrai que je trouve que tu apportes un très bon point en disant que c'est pas quantifiable. C'est vrai que c'est dur de dire justement qu'est-ce qui fait un meilleur acting, mais à ce moment-là, est-ce que tout est dur d'être quantifiable quand on vient justement au cinéma? C'est sûr que c'est très subjectif, mais aussi, je pense qu'il faut se mettre dans la peau des acteurs. C'est les acteurs qui voient... J'imagine qu'ils doivent voir quelque chose que peut-être que nous, en tant que spectateurs, on n'est pas capable de voir dans des performances parce que c'est leur job, mais en même temps, on regarde certains acteurs, puis il y a beaucoup de cas d'ego assez gros, fait qu'on ne sait pas vraiment... Est-ce que c'est pour la performance ou c'est pour l'ego ou... Ouais. Je lance des idées, là, mais... Ouais. Ben, moi, je pense l'exemple parfait pour ça, c'est Adam Driver avec Marriage Story cette année. Pour moi, il méritait. Pour moi, c'était ma deuxième option. J'aurais aimé qu'il gagne lui parce moi que aussi. j'étais surpris à quel point j'oubliais que c'était lui. Comme je regardais le film, puis je voyais un homme qui passe un divorce, puis c'est dur, puis... Ouais, c'est ça. Mais ce que j'aimais de sa performance, c'est que c'était très vulnérable. C'était pas dans l'excès, c'était... On sentait quelque chose de vrai. On voit Adam Driver, on se dit OK, c'est Adam Driver qui est à l'écran, mais on sentait l'humain derrière le personnage. Ce que je trouve, on ressentait moins dans Joker, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Ça, j'étais pour dire, il a dépassé son rôle de Kylo Ren. Quand tu dépasses le rôle auquel tout le monde t'associe, c'est quand même impressionnant. Puis c'est vrai que c'est un bon clash entre le Joker et Marriage Story. Deux rôles vraiment, vraiment importants qui sont non quantifiables. Qui sont très différents aussi. Qui sont très, très différents. Alors, en plus du fait que tu ne joues pas pour un Oscar, mais tu joues pour ton film à la base et que les deux sont sélectionnés, je trouve que ça porte à réflexion. Mais sûrement que dans les 10 prochaines années, Adam Driver va gagner pour le meilleur rôle parce que, justement, il n'avait pas gagné pour Marriage Story cette année-là, puis il n'avait pas gagné pour Patterson, puis il n'avait pas gagné pour Silence ou peu importe. Là. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis toujours à la défensive. Tant mieux, ça en prend, hein? On est ici pour dépolariser. Oui, non, c'est ça, c'est bon. Ouais. Mais sinon, c'est aussi le cas avec Scarlett Johansson. Elle était nominée à 2 Oscars cette année, meilleure actrice puis meilleure actrice de support, c'est ça? Ouais. Puis je pense qu'elle joue pas mieux que Adam Driver, c'est aussi subjectif là, mais c'est sûr que son personnage aujourd'hui c'est Black Widow, donc de l'avoir aussi ailleurs c'est intéressant là. Ouais. Mais moi, j'ai de la difficulté avec d'associer un acteur avec le personnage le plus connu qu'il a fait parce que c'est Hollywood, mais on s'entend que les films que les gens de l'industrie regardent, c'est pas nécessairement les Marvel, tout ça. On regarde Scarlett Johansson, Adam Driver, c'est tous des acteurs, des actrices qui ont travaillé avec de grands réalisateurs déjà dans les 10 dernières années, là. Ah oui, un des premiers rôles de Scarlett Johansson, c'était avec Sofia Coppola. Donc c'est ça, là. C'est pas, elle sort pas de n'importe où, mais il y a des acteurs que... Je trouve que c'est dur un peu de se défaire de leur personnage. Je pense que le meilleur exemple, c'est Mark Hamill. Daniel Radcliffe. Ouais, Daniel Radcliffe aussi. Mais Mark Hamill, à part quand il fait la voix du Joker dans les dessins animés, c'est très dur de voir Mark Hamill et ne pas penser Luke Skywalker. C'est excessivement dur. Donc, à ce moment-là, c'est ça, je suis un peu d'accord que c'est un acteur qui va venir faire un rôle dans lequel on l'oublie, comme ça a été le cas pour Adam Driver, qu'on oublie complètement qu'il a joué Kylo Ren, qui est un personnage maintenant emblématique parce que Star Wars. On fait un lien avec le premier épisode. Donc, un acteur qui a hâte de faire ça, je crois que justement, ça gagne peut-être un peu des lettres de noblesse à ce niveau-là. Non, mais on fait un autre lien avec le podcast de Star Wars. Ça joue aussi à la nostalgie. On a grandi avec Daniel Radcliffe, on le voit dans un film. Hey, c'est Harry Potter qui joue. Ouais, exactement. En mort, je sais pas. Là. C'est ça. Alors qu'il construit sa carrière entièrement sur des films très éloignés d'Harry Potter. Genre, il a fait je sais pas combien de films bizarres. Oui. Swiss Army Man, exactement, par exemple. C'est ça. Pour qu'on s'enlève un peu cette image de la tête, mais ça lui prendra peut-être encore 2 bonnes décennies pour qu'on arrive à faire ça, si ça se trouve. Surtout, je pense, des changements physiques. Je pense que c'est là que aussi l'Académie apprécie le plus, parce que c'est pas seulement le jeu d'acteur, mais c'est vraiment rentrer dans le personnage. Le sacrifice qu'ils font. Je sais pas, je pense que Joaquin Phoenix l'a bien fait. Il a, comme Heath Ledger dans le temps aussi, il a bien rentré dans le rôle. Puis Jared Leto, pourtant il n'était pas nominé.
Moi, j'ai une question pour vous pour un peu relancer le truc. Ouais, Mais vas-y. tu parlais de Swiss Army Man. Tu sais, c'est un petit film américain indépendant. Puis là, on regarde Parasite qui gagne meilleur film. Est-ce qu'on va voir une resurgence des films indépendants américains? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir peur que maintenant que la voie est ouverte aux films étrangers, que ça se fasse envahir. Puis en même temps, personnellement, dans ma liste de films préférés de l'année, il n'y en avait pas d'américains, là, vraiment. Il y avait quelques Marriage Story qui ressortaient, mais sinon, le reste, c'était pas les films qui mettaient en face. Mais est-ce qu'en mettant de l'avant des films indépendants, ils seraient capables de gagner un public? Je pense que c'est un truc qui précède un peu aussi. C'est comment dire, ouais, c'est mise en avant des films indépendants. Je trouve que ça précède un peu la dernière cérémonie d'Oscar qu'on a vue. Je crois que c'est celle de 2015 où j'ai l'impression qu'il y avait plein de films indépendants qui s'étaient retrouvés nominés et c'était un peu contre toute attente. C'était l'année où tu avais Foxcatcher, Boyhood de Richard Linklater, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, et tout le monde était là en mode genre mais qu'est-ce qui est arrivé à tous nos Oscar type films qu'on a produits et que personne n'a finalement retenu. Et puis dans les années qui ont suivi, il y a Get Out qui a trouvé un public et du coup qui a eu sa place aux Oscars. Donc je pense que sincèrement ça se refraye un peu un chemin. Du fait est que, comme Alex l'avait dit tout à l'heure, le TIFF est de plus en plus regardé. Donc je pense que les gens font très attention à ce qui se passe. Je vois que les gros studios comme la Fox, ils sont aussi très à cheval sur le fait de maintenir les productions Searchlight, qui est leur division justement très indé. Il y a le studio N24 aussi qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un bon futur pour les films indés, je dirais. Ouais, puis il y a aussi Netflix, quand on pense à ça, cette année, il y a pas eu... il y a un peu moins de nominations, disons, que ce qu'on pouvait s'y attendre. Je fais ici référence à Uncut Gems, qui n'a eu aucune nomination au déplaisir de plusieurs personnes. Mais c'est ça, on parle Netflix aussi, qui produit des films plus indépendants. Marriage Story, justement, qui est un bon exemple de ça, là, un film un peu plus indépendant. Puis ça me ramène justement à quelque chose qu'on parlait par rapport... qui rejoint autant le côté indépendant que le côté des acteurs. Mais je me souviens d'un film que j'avais écouté il y a quelques années, je crois que c'était en 2014, Nightcrawler, pour ceux qui l'ont vu. Un excellent film et une performance absolument démente de Jake Gyllenhaal. Sauf que cette année-là, Nightcrawler n'a pas été nominé. Jake Gyllenhaal n'a pas été nominé non plus, alors qu'il y a plusieurs experts qui s'étaient prononcés à l'extérieur des murs justement d'Hollywood, qui avaient dit que non seulement il aurait dû être nominé, mais il aurait dû gagner le prix de meilleur acteur. Donc, il y a vraiment une dissonance, mais je crois que justement, comme vous dites, cette dissonance-là peut-être commence à s'effacer, de bouder un peu les films indépendants, puis de revenir justement à eux avant de se faire envahir, si on peut dire ça comme ça, par les films étrangers indépendants qui font du très bon cinéma, là. Mais il faut penser que c'est une entreprise internationale, donc plus on commence à voir des films étrangers, plus les Oscars, par exemple, vont être vus à la télévision par plus de monde. Donc, c'est pour ça aussi que peut-être, je ne vais pas accepter que c'est à cause de ça qu'il gagne meilleur film. Je pense qu'il méritait, mais juste en disant que, OK, imagine combien de gens à la Corée du Sud regardaient ce moment-là, ou l'année passée aussi au Mexique. Imagine combien de Mexicains étaient... Quand Alfonso Cuarón a gagné le meilleur prix à meilleur réalisateur et directeur photo, le monde était dans les rues, il marchait, il était content. Puis à partir de ce moment-là, ils vont commencer à aller voir tous les films que Cuarón va faire. Donc c'est l'argent, puis c'est ça. Contrairement au Mexique, je pense qu'il y avait moins de gens en Corée du Sud qui ont dû suivre la cérémonie parce que tu as un sacré décalage horaire. Ça aussi, mais j'en doute pas qu'imagine. Toute la population était debout à 4h du matin. Enfin, je sais pas combien il y a entre Séoul et Los Angeles, mais... je sais que moi, personnellement, je suivais le tout sur Twitter en live et j'ai vu beaucoup de réactions de gens en Corée qui étaient très... parce que imagine, si c'est un petit pays comme ça, c'est encore meilleur parce que tu vas avoir le plus de réactions possibles. Tu rentres chez toi, t'es Bong Joon-ho. Pardon. Tu rentres avec le plus grand prix américain. Donc là, t'es un héros pour tout le peuple coréen. Puis maintenant, il doit y avoir des cinéastes, des jeunes cinéastes qui vont dire non, maintenant c'est plus Scorsese, mon idole, ça va être Monsieur. Merci. Bon logo. Voilà. Moi, je vois une espèce de ligne, une espèce de contraste entre une forme d'élitisme, d'académisme qui doit être présente pour discerner des prix
à des films qui, on va dire, indépendants. Pour que ça fonctionne, ça prend une espèce de balance entre les deux. Hein. Je discerne des prix importants à des films moins importants. Et si ça se fait juste englober par plein de films moins importants, l'académisme disparaît. Donc, je pense que c'est cette fine ligne qui dit si le réalisateur de Parasite rentre chez lui avec le prix le plus prestigieux des États-Unis, qui, par le fait même, est un peu mondial, je veux dire, quasiment le plus gros prix mondialement, c'est à cause du fait qu'il y a une certaine forme d'élite autour du festival des Oscars. Puis... moi, ce que je dirais, c'est que aussi les Oscars sont pas juste une plateforme de récompense. Les Oscars sont une plateforme souvent pour lancer des carrières, pour célébrer les cinéastes qui ne feront pas juste ce film-là, qui vont continuer à faire des films souvent. Ouais. C'est pour ça qu'on récompense des acteurs qui sont relativement jeunes encore, comme DiCaprio, même si après plusieurs défaites aux Oscars, il finit par gagner parce que DiCaprio a encore une carrière qui s'en vient, même si, bon, il disparaît un petit peu, là, mais... Il change de strat. Ouais, c'est ça. Emma Stone aussi, jeune, puis voilà, elle a gagné l'Oscar. Puis même pour les cinéastes, on aurait pu croire que Bong Joon-ho que Martin Scorsese aurait gagné meilleur réalisateur, puis finalement, c'est Bong Joon-ho. C'est marrant que tu en parles justement parce que j'ai l'impression que les cadors d'Hollywood, ça fait un moment qu'ils sont un peu délaissés, je dirais, par les Oscars, tu vois, genre Scorsese, c'est marrant parce qu'il a vraiment une histoire particulière. Je veux dire, il a remporté, je sais pas combien de nominations il a eu, mais la première fois qu'il a remporté l'Oscar, c'est en 2006. Il a commencé sa carrière au début des années 70, fin 60, donc c'est quand même énorme d'attendre plus de 30 ans pour recevoir une statuette, surtout vu le talent du monsieur. Et puis, ses derniers films n'ont pas forcément été retenus aux nominations. Je trouve que c'est pareil pour Spielberg. Il me semble pas qu'il avait été nominé pour Lincoln récemment, il l'a pas été pour The Post, il l'a pas été pour Ready Player One. Donc ouais, c'est un peu surprenant de voir que t'as quand même une rotation qui se fait beaucoup au niveau des gens qui sont nominés. Donc on a toujours l'impression qu'ils sont récurrents, mais pas tant que ça quand on regarde très attentivement, je trouve. Je sais pas si je voulais retourner en arrière, mais voilà l'exemple parfait de ce que j'essaye de défendre. C'était pas Scorsese qui allait gagner l'Oscar cette année à cause de son grand parcours, toutes les années de travail. The Irishman, la grande adaptation de cette histoire connue. Et non, ça va être Bong Joon-ho. Ouais, c'est une belle interprétation, je trouve. C'est vraiment un très, très bel exemple qui montre que les films sont hermétiques. Ils gagnent parce qu'ils gagnent et non pas parce qu'ils ont une traînée derrière eux. Ouais. Peut-être que c'est un peu des deux cas. Ouais, ça se peut. Non, mais peut-être ça va plus avec les acteurs. Mais c'est ça, c'est peut-être un changement dans la façon de faire. C'est peut-être un nouveau pilier, là, une période de changement où est-ce qu'on va voir de plus en plus ça. C'est ça qu'on disait avec les films indépendants qui vont peut-être, entre guillemets, envahir les festivals comme les Oscars. Puis je pense que c'est une bonne chose si on se met à voter pour des films qui doivent gagner, selon moi. Mais c'est sûr que là, on parlait de la catégorie du meilleur réalisateur. Puis ça, il y a quand même une longue histoire. On s'entend que Bergman a déjà été nominé. Je sais pas s'il a gagné, mais je sais qu'il a déjà été nominé pour plusieurs films. Fait que tu sais, déjà, des cinéastes étrangers dans cette catégorie-là avaient leur place. Parce que, est-ce que c'est notre vision des réalisateurs? Parce que les réalisateurs, c'est des vrais cinéphiles. Et donc, c'est un peu drôle, mais c'est un peu eux qui ont pas le vrai dernier mot, mais qui ont une vue sur le cinéma qui est un peu plus globale et peut-être plus précise que l'ensemble de l'académie qui vote pour le meilleur film. Moi, j'ai une idée comme ça, là, en fait. Il y a quoi qui m'est venu en tête pendant que tu parlais, Victor, tout à l'heure. Là. Tu parlais de Spielberg, tu parlais de Scorsese, etc., qui tu sais, c'est des gros noms, là. Puis comme tu dis, Scorsese n'a pas gagné de l'Oscar du meilleur film avant The Departed en 2006. Spielberg n'a jamais gagné, je crois. Ou ça fait des années, du moins, qu'il n'a pas été nominé, malgré le fait qu'il continue à faire des films, etc. Mais est-ce qu'en quelque part, les Oscars, ça remet vraiment des prix aux gros noms ou est-ce que les gros canons sont oubliés? Parce que je vais vous poser une question comme ça, là. C'est, dans les 10 dernières années, est-ce que vous êtes capable de me donner les 10 films qui ont gagné meilleur film? Parce que je vais être honnête avec vous, je suis pas capable. Je serais ravi d'essayer. Les 5 peut-être, parce que 10... Ouais, mais même dans les 5 derniers... les 10, je serais vraiment tenté d'essayer. Donc à partir de 2010? Ouais, on va dire de 2010 à 2020. Ok, alors c'est le discours d'un roi. Ça, c'est 2011. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le film de 2010. Ah, ok. Ouais. Donc ça veut dire que l'année d'après, c'est The Artist. Ensuite, c'est... En 2012. Est-ce qu'on peut embarquer? Est-ce que je peux t'aider? Ouais, il me semble que c'est Argo. Ensuite, tu as 12 Years a Slave. Oui. En 2014, c'est Birdman. Non.
Ah oui, non. C'est ça, 2014, c'était Spotlight. Non, ça c'est 2015. Ah, c'est ça. Ok, Ouais. ils sont inversés. Et donc Birdman, Spotlight, Moonlight. 2016 Moonlight. Non, La La Land. Non, La La non. Land. La Moonlight. L'année d'après, donc ça nous remet à. Shape of Water. Shape Tout à of- fait. Ouais. Shape of Water. Guillermo del Toro. L'an dernier, c'était Green Book et puis cette année, Parasite. Mais Ok. dans ces films-là, il y en a combien qui vont passer à l'histoire? Il y en a combien dont on va se souvenir comme on se souvient de Steven Spielberg, par exemple? Oui, Birdman et Moonlight. Mm. Mon avis Spotlight. personnel. je suis d'accord avec toi. The Shape of Water, surtout parce que De- c'est un réalisateur mexicain. Mais Ouais. c'était, Parasite, en fait, faut pas l'oublier. Ouais, Parasite, moi, Ouais, je crois, Parasite. je crois personnellement qu'il va passer à l'histoire et qu'il va Ouais, être ouais. au même niveau que Citizen Kane Mais dans tu quelques vois, années. Je pense que mais le ça, c'est discours bon. d'un roi était vachement oublié par contre. Ah oui, Avec Avec les- complètement. C'est étrange, mais l'année où il a été nominé, t'as des films comme Social Network qui étaient en compétition. Je veux Ouais. dire, tout le monde a Social Network en tête, alors qu'il n'a pas remporté la statuette. Et que, En effet. je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est passé à autre chose depuis le Donc- discours d'un roi. À ce moment-là, est-ce qu'un prix comme les Oscars, est-ce que c'est pas, je veux dire le terme anglais, là, mais overrated un peu? Oui. Est-ce que ça veut rien dire en quelque part? Parce que tout à l'heure, je regardais, OK, j'ai des statistiques pour vous que je trouve très intéressantes, très le fun aussi. Si on regarde dans les 10 dernières années, OK? Pardon, les 20 dernières années, je suis allé plus loin que ça même. Quand on regarde les Screen Actors Guild Awards, OK? C'est-à-dire les gens de l'industrie, des acteurs, qui remettent des prix aux acteurs pour les meilleurs rôles qu'ils ont. Dans les 20 dernières années, ils ont prédit correctement le meilleur acteur et la meilleure actrice 15 fois qui allaient gagner aux Oscars. Quand on regarde les Directors Guild Awards, qui eux prédisent meilleur réalisateur, meilleur film aussi, ils ont réussi à prédire le meilleur réalisateur 16 fois et le meilleur film 13 fois qui allait gagner aux Oscars. À ce moment-là, quand on a deux académies comme ça, qui remettent des films et qu'à presque chaque année, parce que c'est un gros ratio, là, 15 à 16 fois sur 20, c'est un très bon ratio. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une cérémonie comme les Oscars? Qu'est-ce qu'elle rajoute de plus? C'est la question que je me pose un peu. Ben, moi, je pense que c'est les autres cérémonies qui sont comme annexées, qui sont arrivées après les Oscars. Donc, tu sais, qui ont réagi un peu à ça, mais on s'entend que c'est quasiment la même base de vote. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup les mêmes constitutions de personnel. Pas exactement. Bah, tu vois, par exemple, les Golden Globes, c'est une association de presse étrangère. Donc, contrairement aux Oscars, t'as aucun Américain qui vote pour les Golden Globes. Mais je suis d'accord que ça influence pas mal le mood général sur qui devrait gagner à chaque année. Ouais. Et c'est vrai qu'on a, je veux dire, ça entre guillemets, mais on a très peu de surprises quand on revoit le palmarès des Oscars parce que concrètement, ça reflète toutes les autres cérémonies de récompense qu'il y a eu. Notamment, il y a les BAFTA le même week-end que les Oscars. Puis, je veux dire, ouais, c'est souvent le même palmarès aussi. Ouais. Donc, Mais c'est ça qui est le fun, je pense. Imagine, c'est très prévisible de voir un prix, non? On parle meilleur acteur, meilleur film, maintenant. Puis non, c'est Parasite qui gagne. Quoi? Puis c'est ça, on parle que c'est facile, qu'il y a 15 sur 20 qui vont être devinés, mais on parle pas des autres 4 ou 5 qui sont pas devinés. Puis c'est là que c'est intéressant peut-être de le voir. C'est pour ça que je pense que les Oscars continuent à exister. Parce que les gens veulent avoir une surprise. Puis on ne sait pas s'il va avoir ou non. Peut-être ça va être plate. On va savoir tout ce qu'il va gagner, tout ce qui se passe. non, mais disons que ça reste aussi la cérémonie la plus prestigieuse et Ouais. la plus regardée. Et je pense aussi qu'ils veulent se mettre en dernier pour garder ce statut-là. Oui, puis tu as ce quota de surprise qui reste agréable. Je veux dire, je sais pas, j'ai dû me gifler 3 fois en voyant que Parasite avait remporté la statuette, puis me rendre compte que je rêvais pas. Pour donner un autre exemple, tu vois, c'était... Enfin, j'ai regardé les Golden Globes de cette année aussi, c'était 2-3 semaines avant celle des Oscars. Et moi, il y avait quelqu'un pour qui j'ai rooté vraiment, c'était Brad Pitt. Je veux dire, le mec a plus de 50 ans, et puis finalement, il a enfin un Oscar. Ouais. C'est un de mes acteurs préférés que je vénère. Je trouve que c'est quelqu'un vraiment extraordinaire dans la façon dont il s'amuse dans les rôles, puis il les interprète. Donc merci, enfin, il est reconnu. Et je sais que j'avais le stress au moment des Golden Globes, parce que je me suis dit, putain, quand même, il y a Pacino, il y a Pesci face à lui. Ouais, vraiment. J'oublie, il y avait Hopkins, je crois. Je sais plus qui était le 5e, mais tu te dis, ça va être tendu pour qu'il gagne. Mais j'avais vraiment envie qu'il gagne. Au final, il gagne le Golden Globes, donc je trouvais ça formidable. Derrière, il gagne le Screen Actors Guild Award, il gagne le BAFTA, probablement d'autres cérémonies. Arrivé aux Oscars, c'est le premier prix qu'ils remettent. Oui. J'avais plus vraiment l'effet de surprise. J'étais très heureux, bien évidemment, mais tu te dis, oui, c'est bon. Puis tu sais, si on compare le Golden Globes,
Moi, je pense que c'est plus le fun. On est plus entre amis. On sait pas. Là, on n'a pas trop de prédictions. Ça peut arriver, le prix, ça peut être à n'importe qui. Je pense que c'est moins prévisible que les Oscars. Oui. Donc, c'est plus le fun. C'est vrai que parce que c'est la cérémonie qui ouvre un peu le bal et du coup, t'as pas trop de pronostics qui ont été encore faits. Ouais. C'est vrai. Mais il y a quand même une grosse campagne de publicité qui commence à partir des Golden Globes. Puis c'est quand même intéressant de savoir que c'est souvent les films où ils ont le plus d'argent investi dedans qui finissent par se ramasser dans ces cérémonies-là. Moi, j'avais un exemple quand Mulholland Drive était sorti. David Lynch n'avait pas d'argent pour payer la campagne publicitaire. Alors, il s'est installé sur le bord de l'autoroute à Los Angeles avec une vache puis une pancarte avec le visage de Laura Dern. Il est écrit « For your consideration ». Finalement, elle n'a même pas été nommée, mais ça a fait le tour des journaux parce que il ne pouvait pas se payer une campagne publicitaire comme les autres films. Fait qu'il s'est dit « Fuck it, moi je vais faire mon affaire ». En quelle année? 2001-2002 Oh, pour wow. Mulholland Drive. David Lynch a jamais fait les choses comme tout le monde. Mais il n'y a pas Laura Dern dans Mulholland Drive. C'est Naomi Watts. Ah, c'est peut-être l'autre. Est-ce que tu voulais parler de Sailor et Lula ou de Wild at Heart ou... Non, c'est début 2000. Ouais, donc Au Mulholland début Drive. 2000, c'est Mulholland Drive, mais c'est Ok. ça. Peut-être qu'il aimait juste pas On Laura va Dern, le puis il a décidé de IMDb, mettre on va sa... le IMDb. Peut-être qu'il aimait juste pas Laura Dern, il a décidé de mettre sa tête sur une vache, puis il s'est dit « Ah, ça va être drôle. Pronostic. Ben, c'est ça, parce que on voit les trailers des films, les bandes annonces, avant qu'ils sortent, évidemment. Mais si on voit après les bandes annonces nominées au Golden Globe, nominées au TIFF, nominées aux Oscars, ça fait de la pub. Donc, c'est ça aussi important. C'est une entreprise, je le répète, puis c'est ça. Ils cherchent l'argent. Ouais, puis c'est là que tu as le rôle du distributeur qui rentre vraiment en compte. Et c'est pour ça que je pense que pendant très longtemps, les films indépendants ont été pénalisés pour être retenus aux Oscars. C'est que si tu personne qui vient teaser un peu l'intérêt du public sur ces films-là, si tu pas de quoi te payer une équipe de distribution, comme ça a dû être le cas pour David Lynch apparemment, tu passes à la trappe. Et donc, oui, on peut remettre en question la légitimité des Oscars à récompenser les meilleurs films. Si au final, seulement les seuls films qui vont être pris en compte, ça va être ceux qui avaient un budget distrib. Donc, ouais. Ouais, moi, je vais revenir. Je trouve que tu as vraiment trouvé le mot, en fait. Puis le mot vient faire un lien avec le mot que moi, j'avais trouvé au début, c'est-à-dire entreprise. Voilà. Quand tu fais le lien avec Hollywood, je crois que c'est exactement ça, en fait. C'est que les Oscars, c'est une entreprise d'Hollywood. Donc, il faut qu'ils continuent à vendre, autant que les films. Et pour continuer à vendre, il ne faut pas que ça devienne absolument prévisible. Donc, à quelque part, ils n'ont pas le choix de se recycler un peu, puis c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils essaient de se recycler. On a vu Parasite, on parlait de Roma tout à l'heure, etc. Donc, en quelque part, il faut justement qu'ils aillent plus loin pour continuer à se faire de l'argent, pour Puis continuer ils à ce que ça font marche. aussi avec Netflix. Oui. Il y a quelques années, c'était impossible de voir un film produit par Netflix aux Oscars. Mais aujourd'hui, on a eu 3, Il y a eu Marriage Story et Irishman. Two Popes. Ah, Two Popes, c'est vrai. C'est un bon film aussi. Ouais, j'ai des profs qui ont parlé de ça, de la On- distribution. Ouais, j'ai quelques profs qui ont parlé justement de la distribution de Netflix à travers les festivals. Puis c'est quand même important, parce qu'on parle d'un gros joueur qui a accès à des milliards de dollars, Ouais. qui produit exclusivement pour sa plateforme, mais tout d'un coup, on leur dit t'as pas le droit d'être au festival parce que t'es pas dans aucune salle. Et tout d'un coup, on voit des films comme Roman dans des salles de cinéma partout à Montréal. C'est là qu'on voit le pouvoir le pouvoir monétaire des festivals comme les Oscars. Ouais. Où est-ce que Roma a débarqué en catastrophe 2 mois avant certains festivals, je pense que c'est Cannes, Ouais. pour avoir accès pour avoir accès au festival, puis ainsi décrocher peut-être des prix. Mhm. En fait, c'est parce que c'était pas au Festival de Cannes, je pense que c'était juste, il est sorti, faut que, pour être éligible aux Oscars, il faut que le film soit sorti au moins 3 semaines, 2 mois avant la cérémonie. Donc, Ouais. je pense que c'était juste, ils l'ont sorti en salle, puis Puis il faut il que a ce soit joué... vu par- Ouais. Faut que ce soit vu par un nombre X de personnes. Il faut qu'il soit sorti dans un nombre minimum de salles aussi, je sais pas exactement, mais... Mais quand même quelque chose d'intéressant avec le phénomène Netflix, parce que c'était la réalisatrice Lulu Wang qui en parlait dans une entrevue, qui est celle qui a fait The Farewell, qui était pas nominée nulle part, mais Ouais. qui, elle, avait été approchée par Netflix pour produire son film, puis elle avait refusé, parce que le problème avec Netflix, présentement, c'est que pour avoir un film fait par Netflix, il faut que tu aies l'image. Il faut que tu aies une image qui vient avec, parce que sinon, comment Netflix peuvent vendre un premier film d'une jeune réalisatrice qui n'a pas le pouvoir d'un Scorsese ou même de Noah Baumbach.
Elle avait refusé parce qu'elle a dit c'est sûr que mon film va se perdre dans l'algorithme Netflix, comme beaucoup de films Netflix se perdent dans l'algorithme. Ouais. Non, oui, aussi Cuarón, il a gagné avec Gravity, meilleur réalisateur, en 2013. Ouais, quelque chose du genre. Ouais. Puis c'est ça, il a ramassé son argent, il a pris de poids sur son nom, puis il est rentré chez lui, il a fait Roma, c'est pour lui ce film, puis voilà, c'est Netflix qui l'a pris, mais peut-être grâce à Gravity. Bah, c'est ça qui est incroyable avec Netflix, c'est qu'ils ont quand même un flair très perspicace pour aller chercher des réals et puis prendre des risques sur des projets que beaucoup de studios ne veulent plus faire. On peut parler de Irishman justement, c'est quand même dingue de se dire que c'est le plus gros budget de Scorsese. Ah ouais? Ouais. Oh, et ouais. c'est à hauteur de 160 millions de dollars. Et c'est Netflix qui lui donne ça, alors que le gars a travaillé pour les plus grands studios hollywoodiens, mais c'est Netflix qui vient lui donner son plus gros budget, et de loin. Donc si tu prends le deuxième plus gros budget de sa carrière, ça devait être le Loup de Wall Street, qui était genre aux alentours de 100 millions. Donc, Oui, c'est sûr. Mais tu sais, on compare ces deux films, ça paraît pas. Ça paraît que The Wolf of Wall Street est plus cher. Mais j'imagine que pour The Irishman, c'était surtout pour la technologie de effets visuels et tout ça. bah, t'as quand même aussi les reconstitutions d'époque, je pense. Ouais, c'est qui- vrai, c'est vrai. Bah, les explosions, je sais que les taxis étaient vraiment là. Ouais. Bah, Fun fact. je trouve que The Irishman a quand même pas mal de défauts techniques. Je pense justement à la coordination des cascades. Je veux dire, pour moi, les scènes de bagarre et même de tuerie sont un peu loupées. Ouais. Mais Bah, je ne sais pas, je pourrais pas te dire, je l'ai vu dans... J'irai à la défense du film, mais je pense que c'était exactement ça le but de Scorsese. C'était pas d'aller dans l'action, c'est d'aller dans le vrai. Quand tu te bats avec quelqu'un, genre dans la vraie vie, c'est pas beau. Ça a pas de l'air genre chorégraphié. C'est un gars qui se tape dessus, puis qui finalement, ben là, le gars, il tombe parce qu'il ben là, il est knock-out, ou il va essayer d'en redonner un autre coup. Puis il y a cette agressivité-là, il y a quelque chose d'un peu plus spontané dans la chose. Puis je trouve qu'il représentait bien ça. Il déroge du code qu'on voit des films que lui-même a fait, qui finalement finit par déconstruire lui-même. Là. Ouais. je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est un point un peu différent. Mais oui, je vois très clairement ce que tu veux dire. Mais pour moi, je trouve vraiment que c'est juste raté. Que dans le sens où, je sais pas, mais quand ils se mettent des coups de pied, je sais pas, on n'y croit pas et on voit que c'est du chiquet, qu'on a l'impression qu'ils essuient la poussière devant eux plutôt qu'ils frappent le gars qui est à terre. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un gros souci avec ce film, que même les scènes de revolver, c'était... Enfin, pour moi, ouais, c'était un peu le gros problème. Ça m'a sorti du film à plusieurs reprises. Donc, ce que moi, ça me sortait du film, c'était plutôt le temps. Mais je sais pas, je pourrais pas défendre The Irishman, mais moi, je l'ai vu dans ma télé. Donc, moi, je l'ai vu en petit écran. Donc, j'ai pas tant apprécié ça. En fait, quand j'ai vu ce film, je savais pas qu'ils avaient utilisé des effets visuels pour les acteurs. Donc, après voir le film, j'étais comme « Ah, ouais, Je l'ai pas noté, mais... Juste parce que je l'ai vu peut-être dans ma petite télé, je sais pas. Et quand t'as dû voir les Oscars aussi, t'as dû te dire, ah oui, en fait. Parce que... c'est ça. Ils sont vieux. Ouais. Joe Pesci n'est pas là, il doit être mort. Non, moi, The Irishman, honnêtement, quand j'ai écouté ce film-là, je savais un peu à quoi m'attendre parce que j'avais entendu parler de sa sortie. Puis il y a un de mes très bons amis qui est un grand cinéphile, qui grand fan aussi de Scorsese, qui m'a dit c'est vraiment pas un film de Scorsese qu'on est habitué de le voir. Il a dit selon moi, c'est Scorsese qui, pendant 3 heures de temps, parle et philosophie sur la vie et la mort. Il a dit pour moi, c'est carrément ça. Donc, quand je me suis installé pour écouter ce film-là, je m'attendais pas à The Departed, je m'attendais pas à Taxi Driver, je m'attendais pas à Mean Streets, je m'attendais à Scorsese qui philosophie sur la vie pendant 3 heures de temps. Et c'est exactement ce qu'on a eu, je crois. Moi, j'ai pas trop analysé Scorsese, j'ai pas vu beaucoup de ses films. Mais je peux dire que 3 films que je pense, c'est 3 films vraiment différents. Comme je peux dire, c'est 3 réalisateurs différents. On a Taxi Driver, The Wolf of Wall Street et The Irishman. C'est quoi? Je comprends pas son genre. Comme c'est cool. Il peut jouer avec tout, mais c'est ça. Moi, je n'ai pas encore analysé bien Scorsese. Je suis content qu'on parle un peu des films qui ont été nominés, plus que du concept même des Oscars. J'aimerais demander à nos invités à savoir s'ils se sont plantés dans les prédictions des Oscars ou si ils ont réussi à prédire qui allait gagner. Êtes-vous surpris de ce qui s'est passé? Niveau meilleur film, est-ce que vous avez réussi à bien prédire
Ah, on commence déjà avec le meilleur prix. Ah ouais, on va commencer ok. directement Dans le avec beurre. le gros. Là. Après ça, on ira dans le moins hot, mais pour l'instant, on commence avec le gros. Ok. Ouais, meilleur Oscar. Meilleur film, en fait. Oscar du meilleur film. Un jour, je vais l'avoir. Moi, je l'ai eu. J'ai défait le scepticisme. Pendant longtemps, je me suis dit, c'était 1917, et avant de remplir mon petit vote à la fin, j'ai fait « Ah, non, f*** it ». De manière incroyable, je l'ai eu parce que pendant longtemps, j'étais pour 1917. Non pas personnellement, mais je croyais que ça allait être le film qui gagnait. Puis par chance, à la dernière minute, j'ai changé d'idée et j'ai mis Parasite et j'étais agréablement surpris. Mais parce que, tu sais, 1917, ça rend parfait dans le Grand Prix de l'Académie. Comme l'Académie Ouais. vise à ce genre de film moins polémique. Ouais. Je sais pas, c'est comme C'est très convenu. C'est ça, puis la cinématographie, puis tout, là, c'est un beau film. Hmm. Moi, j'étais pour 1917, pas pour Parasite, juste parce que je voyais pas Parasite gagner le meilleur prix à meilleur film tout court. Je voyais qu'il allait gagner le meilleur film étranger. Puis après ça, je me suis dit, il gagne, puis oh, parfait, il a gagné meilleur film étranger. Je vois pas comment il va gagner encore meilleur film, mais après ça, j'étais surpris, puis il méritait. Je le vois, puis oui, j'adorais 1917, je pourrais le défendre, mais Parasite, c'était le meilleur film. Toi, Victor? Ben, on en avait parlé un petit peu en début d'émission. C'est vrai que j'y croyais pas, vraiment. Le pari du film étranger en langue étrangère, vraiment pas Oscar type, arriver, remporter la plus prestigieuse des statuettes en plus des autres. Meilleur film, j'étais très content. Même si mon côté chauvin a pris un peu un sale coup parce qu'il y avait Les Misérables, un film français de la JV qui n'a pas été finalement retenu, mais de voir ensuite qu'il gagne meilleur scénario original en plus, je crois. Ouais. Moi, j'ai un fun fact, si vous voulez savoir. Normalement, il va de côté. Si tu gagnes meilleur scénario original, c'est ça le film qui va gagner. Il y a eu juste 3 cas de films qui n'ont pas suivi cette logique-là. Dans tous les 90 ans presque des Oscars. Mais confirmez pas, je ne veux pas confirmer ça, j'ai entendu ça quelque part. Mais cette année, c'était le cas. Puis, je ne sais pas s'il y avait des gens qui pensaient à ça comme « Oh, il a gagné le meilleur scénario original, donc c'est sûr qu'il va gagner le meilleur film. » Juste à cause de ça. Parce que c'est vrai que ça va, comment tu vas voir gagner le meilleur film, ça va aussi avec le scénario, dans le fond, parce que c'est le film aussi. Donc, disons que le fait qu'il s'attache, que Parasite gagne le meilleur film, ça veut dire qu'on lui reconnaît des qualités autres que son scénario, c'est-à-dire qu'on va lui attacher... c'est tout en général. Qu'il y a aussi au final un intérêt qui a été porté justement à l'élaboration des décors, que ça se passe à la fois... c'est un peu un huis clos quand même par moment, Parasite, et de mémoire, j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de huis clos qui remportent en plus le meilleur film. Ouais, c'est assez rare de base, je crois, les huis clos dans le cinéma récemment. Là. Ok. Donc, pour moi, il y avait vraiment... C'est ça, et puis c'est un peu une caractéristique qu'on reconnaît au cinéma asiatique et sud-coréen, c'est que c'est des ambiguïtés morales très très difficiles à regarder. Tout le monde a en tête Old Boy de Park Chan-wook. Ouais. Tu es un peu envie de te dire j'allais sacrer, mais genre tu t'es pas bien à la fin de visionnage des films comme ça. Et Parasite m'a fait un peu ce même effet. T'es en train de te dire c'est extrêmement difficile et c'est pas si éloigné de la réalité par moment. Et le fait que le film t'apporte ce genre de réflexion, ce qui est brillant, mais pas Oscar type pour moi encore une fois. Et de voir au final que je m'étais trompé, vraiment j'en revenais pas, et puis ça reste une très très bonne surprise. Du coup, pour répondre à ta question, non, je partais pas du tout gagnant sur mon pronostic. Je voyais plus 1917 emporter. Ouais. Et puis pour ce qui est meilleur acteur, est-ce que tout le monde ici était sur Phoenix ou il y a des gens qui avaient pris l'option de se dire que non? C'est ça. Comme moi je fais ma liste de prédictions, c'est surtout ça. Je fais celui que je pense qu'il mérite, mais c'est lui qui va gagner. Donc, comme je l'ai dit, d'après moi, c'était Adam Driver qui le méritait, personnellement. Mais c'était Joaquin Phoenix que j'ai écrit qui va aller gagner. C'est sûr. C'était l'Oscar le plus évident. Ouais. D'après moi, cette année, et Brad Pitt aussi. Parce que c'était sûr, clair. Je trouvais personnellement que les 4 acteurs cette année, c'était très prévisible. Autant Brad Pitt...
Ouais, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Laura Dern et Renée Zellweger, je trouvais que les 4 étaient excessivement prévisibles à partir du moment où on a eu les premiers résultats du Golden Globes. Je dirais que j'ai pas vu Judy, puis j'ai quand même marqué René, puis je l'ai eu. J'ai pas vu Judy non plus, mais justement, c'était un biopic. Comme j'ai parlé plus tôt, les Oscars aiment récompenser les biopics. On a eu Rami Malek pour Bohemian Rhapsody l'an passé. Donc, c'est ça. Je me disais... Alright, on a la... Je partage le débat. Je me suis dit très clairement que cette année, c'était clair qu'il allait en avoir un qui allait gagner encore une fois. Le seul qui était nominé, c'était Renée Zellweger pour Judy. Non, mais il y avait Florence Pugh de Little Woman. Ouais, mais Little Woman, c'est pas un biopic. Ah, mais c'est une adaptation. Ouais, c'est une adaptation, mais c'est pas un... Des fois, ça gagne, non, ça? Oui. Mais mettons Joker, c'est une adaptation. Oh, Il oui. est nominé à meilleur scénario adapté. Je sais pas si c'est 100% adapté des comics, mais voilà. Ça ressemble à Killing Joke, dans le fond, quand même. Ce que j'ai entendu, c'est vraiment que Todd Phillips, il a vraiment ajouté de sa part. Okay. Donc, d'après moi, il devrait être nominé à meilleur scénario original. Ah, il l'était? Non, il est adapté. C'est ça, il était adapté, mais... Ça devient difficile à partir du moment où tu t'empares d'une franchise déjà littéraire. Je pense ça que devient c'est difficile de dire « Hey, j'ai inventé l'histoire tout seul !» Bah non, pas vraiment. C'est mon Joker. Et vous, Maxime, plus tard, meilleur acteur, est-ce que vous aviez Joaquin ou... J'avais près toutes les... Dans mes choix, c'était les 4 qui ont gagné parce que c'était les 4 qui étaient convenus. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est pas mal comme ça pour la plupart des gens. Là. Alors, pas vraiment. Pas pour toi? Je voyais Joaquin Phoenix y aller parce que déjà, Joaquin Phoenix et Joker aussi. Donc les deux, ça semblait déjà... Puis depuis Venise, le film a eu est devenu un tel phénomène que ça devenait difficile de ne pas y penser aux Oscars. Venise, c'est avant Cannes ou c'est Cannes? Après. Mais Venise, depuis Cannes aussi, non? Il n'était pas à Cannes. Il n'était pas à Cannes? Non, il était à Venise, mais pas à Cannes. Donc c'est à Venise qu'ils sont applaudis pendant 10-5 minutes. Je pense que c'est ça. Ok. C'est à peu près tous les films dans tous les à la festivals. Là. non, mais c'était... D'après moi, c'était le Joker qui à était Cannes, comme... À Cannes, les films de Dalan ont une ovation de 10 minutes. Oh, ok. C'est vrai qu'il y a la centimètre à chaque fois qui est pris en compte pour avoir une idée des palmarès en festival. Mais c'est drôle parce que Joker, il était nominé à beaucoup de choses cette année. Ouais. Puis pourtant, c'est un film... Oui, mais c'est la seule récompense qu'il a eue au final. Non, il y a eu la musique. Il y a eu la musique. Ouais, et le maquillage peut-être non, maquillage c'était... I got it here. 1910, non. Bombshell. Okay. Bombshell que j'ai pas c'est vu, vrai. mais apparemment il a gagné ça. Mais, moi je voulais 1917, c'est pour ça que j'ai dit ça. mais je suis quand même surpris et puis un peu déçu des autres récompenses. Enfin, j'ai pas vu Jodie parce que le film me tentait pas de ce que j'avais vu et apparemment Renée Zellweger fait un travail incroyable, mais je trouve que c'est très dommage pour les autres actrices parce que Scarlett Johansson était aussi forte qu'Adam Driver pour moi. Saoirse Ronan. Ouais, je pense que si on dit qu'Adam Driver va gagner d'ici quelques années, je pense que Saoirse Ronan gagnera aussi. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tout à fait. Ouais. Mais je trouve que c'est très dommage pour Charlize Theron parce que elle était un peu aux antipodes de sa personnalité à elle. Je veux dire, elle avait vraiment fait une grosse transformation pour Bombshell. Je trouve que, c'est un peu con de dire ça, mais je pensais que Bombshell allait surfer un peu sur la vague MeToo en parlant justement du scandale de harcèlement sexuel dont Fox News a été... non, on est d'accord, j'ai dit Fox. Fais de la job pour le moment. Sinon, c'est plate. Et du coup, voilà. Je sais pas si on a prévu de parler des acteurs qui ont été snobés des Oscars. Ouais, mais c'était la question sur laquelle j'allais justement débarquer. Ok. Donc, c'est ça, j'allais justement partir sur cette idée-là. Selon vous, le plus gros Oscar snob de cette année, c'est-à-dire, ça peut être n'importe quelle catégorie. On parlait d'acteurs, mais ça peut être aussi dans la catégorie de meilleurs films, la catégorie de scénario, etc. Moi, je peux commencer à vous donner le mien. Personnellement, c'est pour un seul film, j'en ai 2 en fait. Puis c'est meilleur scénario original ainsi que meilleure actrice pour Lupita Nyong'o et meilleur scénario de Jordan Peele pour le film Us qui est sorti en février. Donc c'est un peu loin dans l'esprit, mais que Lupita Nyong'o n'ait pas de nomination pour les 2 rôles parce qu'elle joue carrément 2 personnages différents dans ce film-là qui sont tous les 2 extrêmement bons. J'ai eu un peu de misère à l'avaler. Je vais être honnête, là. Puis c'est pas que les actrices qui ont été nominées dans leur rôle étaient mauvaises, c'est juste que
c'est un très, très, très bon rôle. Fait que, ouais, puis donc c'est ça. Personnellement, moi, c'est le mien. Je sais pas pour vous. Moi, je suis d'accord avec toi. À juste titre, je trouve que c'est dommage qu'en plus ce que Get Out avait apporté en étant nominé, et puis c'est quand même des comédies. Les deux films, plus que des films d'horreur, je trouve que c'est des comédies noires qui apportent une réflexion sur la société. Ouais. Et c'est bizarre que il y a eu tant d'engouement pour Get Out et que Us, qui est aussi tout à fait aussi bon, n'ait pas reçu les mêmes retours. C'est un peu dommage, mais Ouais. bon, mais en tant que Oscar snob, moi je pense surtout à... J'ai oublié... Farewell. Je trouve que même Ouais. le fait que l'actrice n'ait pas été retenue, c'est vraiment dommage. Pareil pour la réalisatrice. Et j'ai aussi envie de dire, mais où est Christian Bale, encore une fois? Ouais. Genre, enfin... Déjà l'année dernière, je trouvais que meilleur acteur, c'était volé. Vraiment. Je trouve que, pareil, encore Christian Bale, mine de rien, c'est quelqu'un qui est peut-être sous-estimé au niveau de l'académie. Là, le voir enchaîner, genre un surpoids comme il l'avait fait pour Vice, et en si peu de temps rattaquer le tournage pour jouer Ken Miles, et puis perdre, je sais pas, peut-être 100 kilos d'un coup, ou un peu moins. Et même au-delà de ça, je trouve que la manière dont il va travailler ses rôles, c'est toujours des prestations qui sont très éloignées de sa personne, ou enfin je sais pas, il a une manière de s'approprier les rôles qui est incroyable, et que j'ai l'impression que tout ce qu'il joue au cinéma pourrait être sujet à être nominé aux Oscars, mais il faut croire que c'est juste mon opinion. Non, t'es pas le seul, t'es pas le Ok. seul. Moi, j'avais pas pensé, mais parce que j'ai pas aimé beaucoup le film Ford v Ferrari, donc Ok. je l'ai mis comme dans l'oubli. Je me demande pourquoi est-ce qu'il est nominé à meilleur film, mais c'est vrai que Christian Bale, il fait quelque chose, il va le faire très bien. Mhm. C'est sûr que il s'est raté ça, qu'il ne soit pas nominé. Si vous me demandez, moi je pense que Taron Egerton avec Rocketman, Ouais. mettons, comparé que l'année passée, c'était qui? Rami Malek. Ouais, qui gagne à cause de Bohemian Rhapsody. À cause. Je me suis dit, à cause. Grâce à. Mais c'est ça, je me suis dit, bon, au moins il va être nominé, mais non, il était même pas là. Et puis, moi, personnellement, ça m'a touché beaucoup ce film. Je l'ai bien aimé. Je sais pas si c'est juste parce que c'est personnel, là, comme je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'expérience. Ouais. C'était plutôt ça, peut-être. Je l'ai pas regardé depuis. Mais ça aurait été bon de le voir. Puis comme, ok, au moins ils ont gagné la meilleure chanson. Donc j'étais content pour ça. Là. C'est ça. Ben, de mon côté, on parlait de musique, je dirais pour meilleure trame sonore, même si c'était quand même bien mérité pour Hildur Gunnartir de Joker, je trouve qu'il y a une tendance, en fait c'est la majorité des films meilleure trame sonore aux Oscars qui sont tout le temps des trames sonores assez classiques, utilisant des instruments orchestrales tout le temps, c'est tout le temps ça. Ouais. Mais il y a des merveilleuses trames sonores comme le film Monos, c'est la trame sonore faite par Mika Levy, qui avait fait la musique de Under the Skin, qui est comme une trame sonore industrielle assez capotée. C'est vraiment flyé, autant le film que la musique, Ouais, je confirme. qui vient comme chercher de quoi d'assez intéressant au niveau musical. Puis aussi la musique d'Uncle Gem par Daniel Lopatin, One Tricks Point Never, qui va dans des zones un peu vaporwave, tout ça, mais tu sais, qui reste quand même assez intéressant, puis qui met une tension dramatique qui est pas surchargée, qui essaie pas de tout le temps te mettre au bout de ton siège, tu sais, qui est quand même assez passive pour ce genre de film-là. C'est quand même c'est impressionnant. Tu sais, d'habitude, on va voir là, la grosse musique va jouer, puis là, c'est comme des ambiances qui jouent, puis là, t'es comme Adam Sandler est en train de devenir fou, puis t'es comme OK. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans l'intégration de la musique électronique à travers la meilleure trame sonore aux Oscars. Je trouve qu'il faudra attendre encore quelques années pour que ce genre de projet ait une chance aux Oscars. Je trouve que pour le moment, l'Académie est pas vraiment friand de tout ce qui est encore expérimental comme ça. Mais bon, si d'ici 10 ans, ça peut changer peut-être.